Bonjour et bienvenue à Vivez l'expérience américaine. Mon nom est Julie Lesage et aujourd'hui, on va parler avec Véronica. Donc, Véronica et son mari David sont venus aux États-Unis il y a un peu moins d'un an avec un visa E2. Ils ont acheté une entreprise de handyman dans le coin de Houston, Texas. Et ce qui était particulier dans leur histoire, en fait, il y a deux choses qui sont particulières dans leur histoire. C'est le fait que, un, ils sont français d'origine. Ils ont déménagé au Québec il y a 3 ans. Ils ont passé 2 ans au Québec et ils ont décidé euh, de venir aux États-Unis parce que c'était le rêve américain. Donc, ils ont choisi le Texas pour l'économie du Texas. Mais l'autre truc particulier dans leur histoire, c'est que ils ne parlaient pas anglais. Donc, d'avoir une entreprise ici avec tout ce qui est paperasse administrative et tout, c'est un méchant défi. Donc, bienvenue Véronica à Vivre l'expérience américaine. Et moi, ce qui m'intrigue, il y a deux trucs qui m'intriguent dans ton histoire. C'est le fait que tu as déménagé une première fois au Québec et ensuite pour 2 ans et ensuite de ça, décide de vraiment venir aux États-Unis. Et l'autre, c'est vraiment la langue. Déménager au Québec, il n'y avait pas de problème de langue, probablement un problème d'accent, mais pas de langue. Mais d'arriver aux États-Unis, je pense que ça a été tout un défi. Puis je veux qu'on en parle. Mais premièrement, décris-moi un peu, c'est quoi, faire 2 immigrations en 2 ans, là, qu'est-ce que ça représente là, pour votre famille? Bonjour Julie. Oui, c'est vrai que tout ce qui est démarches administratives, c'est toujours très compliqué. Donc deux pays différents, deux fonctionnements différents aussi. Donc c'est vrai que on avait voulu essayer donc le Canada, donc plus principalement le Québec. Découvrir autre chose, nouvelle culture. Donc ça a été enfin, une immigration assez différente des États-Unis parce que pour pouvoir avoir un visa, de ce côté-là, mon mari a dû faire un visa étudiant, donc repartir dans les études. Oh. Donc ça a été un peu compliqué pour lui au départ. Et c'est vrai qu'on a la même langue, mais à certains moments, il avait du mal à comprendre les professeurs par l'accent, mais l'immigration était assez facile finalement. Tout s'est bien déroulé dans les documents, dans l'administration. Et ensuite, on est resté 2 ans. Et au bout de 12 ans, enfin, lui, son rêve, c'était le rêve américain, c'était essayer de venir aux États-Unis s'implanter. Donc, on a monté un dossier, justement, avec toi. Et l'avocat, bien entendu, donc, il a racheté une compagnie et c'est vrai que là, les démarches étaient plus compliquées quand même. Ouais, ben en fait, c'est parce que c'était le E2 on avait besoin de monter ça, de monter le dossier pour montrer que l'entreprise était éligible et tout ça. Donc, c'est un peu plus complexe à cause de l'investissement, parce que c'était quand même un gros investissement. Oui. Mais là, quand vous êtes arrivé ici, finalement, parce que bon, à Houston, vous êtes dans le nord de Houston, moi je suis dans le sud de Houston, mais on s'est rencontrés en personne.
C'était quoi là, votre premier coup d'œil? Tu sais, moi, j'explique souvent que quand je suis arrivée aux États-Unis, en fait, quand je suis venue visiter, parce que je suis venue visiter avant qu'on fasse le move, puis j'avais pas du tout aimé ça. Ah, Donc, ouais. non, parce que j'avais pas encore rencontré des gens comme moi. Euh, Puis ça m'a pris quand même un certain temps. Je pense qu'il a fallu que je déménage en banlieue, puis que je me fasse vraiment un groupe d'amis, là, que des gens que je me reconnaissais. Mais pour toi, comment ça s'est passé? Alors nous, c'est vrai que on a trouvé la société ici, mais on n'était jamais venu. On Ouais. n'avait jamais mis les pieds. Parce qu'à la base, on voulait s'installer en Floride, on avait un projet, mais finalement, il était tombé à l'eau. Et on avait aussi en idée de venir au Texas, parce que c'est en plein boom économique. Mhm. Et par rapport au métier de mon mari, c'est vrai que c'était un état qui pouvait tout à fait correspondre. Et c'est vrai que nous, on cherchait un lieu quand même assez arboré. Je sais que le Texas, tout dépend où on est, c'est assez sec. Mhm. Et c'est vrai que dans le nord de Houston, on a trouvé une ville assez arborée, enfin, qui Mhm. nous correspondait bien par rapport à ce qu'on pouvait connaître aussi, quoi. Ouais, Donc nous, donc on est... c'est différent du sud. Comme nous, on est dans le sud, on est plus C'est près ça. de la côte, donc on a plus de palmiers, puis bon, Ouais, c'est ouais, ouais, c'est vrai. plus subtropical. Puis vous êtes juste au-dessus, vous êtes juste Mm, au nord de Houston, puis c'est totalement différent. Donc là-bas, c'est c'est vraiment vrai. la forêt. On voit Ouais. beaucoup d'arbres. C'est complètement différent de ce que nous, Mm. on a ici. C'est bizarre parce que vous êtes quoi, à 1 heure 30 de Oui, c'est chez ça. moi, Ouais, puis ouais, 1 heure et c'est demie. comme Ouais. si tout change. Et donc, bon, comme j'expliquais, vous avez acheté une entreprise d'hommes à tout faire, le handyman, C'est ça. et mais le gros défi, c'était que c'était l'anglais. Bon, Oui. toi, tu parles espagnol. On est dans un endroit ici où tu sais, l'espagnol, c'est assez fréquent. Donc, tu es capable de, par exemple, quand tu appelles à l'école de tes enfants, j'imagine que tu dois être capable de pouvoir parler en espagnol ou, tu sais, quand on appelle Oui. n'importe où au téléphone, on est Mm. capable de faire le 2 pour C'est ça. espagnol. Donc, tu sais, ça l'a aidé beaucoup. Mais je me rappelle que quand vous avez débuté, j'avais parlé avec ton mari. Euh, j'avais mis, euh, j'avais mis David avec de 0 à 10, un 4. Donc, son niveau d'anglais, généralement, on essaie d'avoir un 5 au moins. Puis ça D'accord. prend absolument, généralement, un 5 pour pouvoir se trouver un emploi. Et toi, Mm. je t'avais mis à 2, Oui. Ah oui, non, c'est sûr qu'il n'était pas très haut mon niveau d'anglais. mais parce que tu parles espagnol, tu Mm. as été capable de te trouver un emploi. Le premier emploi dans un resto français, c'est bien C'est ça? ça. Ouais, 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 j'étais barista pendant un mois. Ouais, ouais. Dans un resto français. Et maintenant, tu t'es trouvé un emploi. Parle-moi un peu de ton emploi. Oui. Alors, ben, mon emploi, c'est vrai que lorsqu'on est arrivé, forcément, on connaît personne. Donc, moi, je voulais absolument qu'on rencontre des personnes, bon, ben, françaises. Et c'est vrai qu'on a réussi à rencontrer des super personnes, à faire beaucoup d'échanges. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ben, je disais, j'ai pas de travail. Ben, enfin, voilà que j'étais en recherche d'emploi parce que c'est vrai que lorsqu'on démarre une société comme David, ben, on n'a pas forcément, même si on nous a vendu un carnet de clients, Mhm. il n'avait pas énormément de travail. Donc forcément, on a des factures à payer et c'était primordial à ce que je trouve quelque chose à côté. Mhm. Et c'est vrai qu'en faisant beaucoup de contacts, tout ça, j'ai pu faire passer mon CV. Et c'est comme ça qu'après, j'ai pu passer un entretien dans une compagnie avec le recrutement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ensuite, mon CV a convenu. Je m'étais super bien préparée à l'entretien en anglais quand même. Ah, c'est Et bien. oui, oui, oui. Et du coup, voilà, après, ben, ils m'ont embauché. Et depuis janvier, je travaille chez eux. Donc ça se passe très bien. C'est quoi ton Je, titre d'emploi? Qu'est-ce que tu fais? là, je suis cash app application. C'est un service comptabilité où on reçoit les règlements des clients. Mhm. Et moi, je m'occupe à les enregistrer en fonction des informations qu'on a. Et ça se passe très bien, l'équipe est super. Bon, ils voient très bien que mon niveau d'anglais est pas top. Mais Ça s'en vient bien. Je pense que tu suis des cours. oui, c'est ça, je fais 3 jours par semaine, 3 heures le soir d'anglais.
Puis je regarde aussi la télé sous-titrée anglais. Enfin, quand on sort, je commence pas à parler espagnol, je fais l'anglais en premier. Si je vois que c'est compliqué, si je vois que la personne peut parler espagnol, je enchaîne sur l'espagnol. Mais sinon, mon travail se passe bien. Non, pour l'instant, ça va, je suis contente quand même. Je comprends ce qu'ils me disent, mais c'est juste, j'ai pas encore le déclic de pouvoir bien parler et bien formuler mes phrases. Ouais, mais ça prend un certain temps, en fait. C'était mon Oui. cas aussi, là, quand je suis arrivée ici. J'étais probablement à ça, là, 2, 3 en anglais. Puis Ah oui. c'est de vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Puis éventuellement, C'est ça. on devient meilleur. Puis il y a parce qu'avant d'avoir, ben, quand je suis arrivée ici, j'avais ouvert une école de langue, donc une école d'immersion. Donc on enseignait l'espagnol, le français, puis le mandarin. Et j'ai pu voir que des gens qui vont apprendre d'une façon totalement différente. C'est-à-dire que pour certains, c'est comme si ils vont petit à petit utiliser plus de mots. Mais il y a d'autres que pour pouvoir vraiment parler, il faut qu'il y ait absorbé beaucoup plus de connaissances pour se sentir à l'aise de parler. C'est-à-dire qu'ils sont gênés de se tromper. Donc, ils vont vraiment comme accumuler. Puis quand ils se sentent qu'ils sont presque parfaits, là, ils vont commencer à parler. Donc, pour eux, c'est un peu plus difficile, mais ils vont aller vraiment plus vite. Donc, quand ils commencent à parler, ça déboule. Tandis que pour les autres, c'est comme le petit à petit, tu sais, et je pense que David, il est exactement comme ça. Lui, puis toi, t'es comme le contraire, je crois que c'est quand tu vas te sentir à l'aise de le parler, ça va se faire tout de suite. Mais pour lui, quand il apprend un nouveau mot, il va commencer à l'utiliser. Puis même s'il se trompe, ça le dérange pas. Non, c'est sûr. C'est vrai, hein? Oui. Puis vous avez deux ados. Ils ont quel âge maintenant? Alors, mon fils a 12 ans et ma fille 16 ans. Bon, donc, c'est généralement... Moi, je dis que le 12-13 ans jusqu'à 18 ans, c'est le temps le plus difficile pour les gros déménagements, donc l'immigration. Et là, eux, en ont vécu 2. Donc, c'est certain que ça prend beaucoup de l'adaptation puis tout ça. Est-ce que c'est plus difficile pour le garçon ou pour la fille? C'est plus difficile pour la fille. OK. Parce que c'est vrai qu'en France, elle avait son bon groupe de copines. Et donc, on est parti au Canada, donc elle était très déçue. Après, elle s'est fait des super copines aussi au Canada, mais c'est vrai qu'elle a toujours ses souvenirs de France. Enfin, elle a énormément de souvenirs en France et c'est ça qui lui manque beaucoup. Et mon fils, non, lui, il s'adapte extrêmement bien. Il était ravi de partir au Canada. Aux États-Unis, il a dit bon, c'est pour le rêve à papa, donc on y va. mais c'est vrai que non, c'est plus difficile pour la grande. Ouais, puis je peux voir à cet âge-là, c'est pas aussi simple. Puis, est-ce que tes enfants parlaient anglais? Alors, mon fils, on l'avait mis une année au Canada dans une école anglaise. Donc, lui, il est arrivé avec des bagages, donc ça s'est très bien passé. Ma fille, elle était en école internationale, donc c'était des cours quand même assez intensifs. Mais elle ne le parlait, elle nous disait qu'elle ne le parlait pas. Donc, elle a été dans une école ESL, comme ça s'appelle ici, pour ceux qui arrivent qui ne parlent pas la langue. Et en fait, au bout de 2 mois, ils l'ont sortie de ce cursus-là parce qu'elle savait le parler au final. Mais elle, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a peur du jugement. Oui, on va me juger parce que j'ai mon accent français. Elle, c'est plus, c'est plus ce côté-là. Oui, parce que bon, c'est comme nous, là. La majorité, même si sont encore très jeunes, ils vont quand même garder leur accent. Ton fils, par contre, probablement que son accent va se corriger quand même rapidement. J'ai encore un accent, mais je pense que mon accent n'est pas excessivement fort, mais j'ai encore un accent, mais je pense que je pense que les gens doivent aussi comprendre que ça a un petit cachet. Les gens aiment ça ici, entendre. Je pense que c'est une culture différente ici que même au Canada puis en France. Au Canada, quand tu as un accent, il y a un jugement qui se fait, mais ici, c'est tellement courant.
Puis je pense qu'on aime ça. On aime ça entendre les accents. Puis même, il y a des gens qui essaient de faire de l'espionnage, savoir, bon, c'est un accent de où, là? Parce que moi, on me dit toujours, tu sais, on me regarde, puis j'ai comme l'impression qu'ils n'entendent pas ce que je leur dis. Puis ils portent attention, bon, d'où c'est qu'elle vient? C'est quoi cet accent-là, tu sais? Puis, tu sais, j'ai pas vraiment un accent français comme le vôtre. J'ai comme un accent venu de je sais pas trop où, parce que y a personne qui est capable de trouver d'où je viens. Là. J'ai entendu l'Allemagne, j'ai entendu le Brésil. Mais bon. Mais c'est ça. Donc, fait que tes enfants, il y en a... Bon, ta fille, elle a eu un peu plus de difficultés à s'intégrer. Ton garçon, pas du tout. Il s'est fait des copains à l'école et tout semble bien aller, c'est ça? Oui, parfait, oui. Tout va bien. De toute la... Bon, une autre chose aussi que vous avez fait qui est quand même assez différente des clients que j'aide, c'est de s'acheter une maison aussi rapidement. Pourquoi? Oui. Alors, parce que ici, les loyers sont extrêmement élevés. Et donc, quand tu vas avoir un bon loyer, oui, c'est plus élevé. Ah oui, oui, oui. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit, on ne veut pas jeter l'argent par la fenêtre. On ne sait pas le temps qu'on va rester ici. Donc, on préfère investir, acheter directement. En fait, le prix de notre crédit mensuel, c'est le prix d'un loyer au final. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré faire comme ça. Donc, c'est vrai que les débuts entre l'achat de la société, de la maison, mais bon, c'était assez rock'n'roll au départ. Est-ce que vous regrettez aussi, regrettez dans le fond l'endroit, là, pas nécessairement la maison, mais bon, parce que une autre chose aussi, c'est que vous aviez aucune connaissance de l'environnement. Est-ce que les écoles, tu sais, bon, on veut aller habiter là, vous vouliez habiter à cet endroit-là parce que vous aimiez la nature autour de ça, puis que bon, c'était quand même près de la grande ville de Houston. Mais maintenant, là, après plusieurs mois, est-ce que vous avez fait un bon choix? Oui, ben c'est vrai qu'on a choisi la maison en fonction du secteur des écoles, parce qu'on voulait des écoles notées A. Donc c'est vrai qu'on cherchait autour de ces écoles-là. Et à aujourd'hui, non, on est content de là où on est, parce qu'on est proche de tout, quand même. Oui. On est proche de l'autoroute, on est proche de plein de commerces. Donc c'est vrai qu'on a fait un bon choix. Et non, c'est ça, c'est qu'on a fait un bon choix, les petits sont contents. Bon, après, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de transport en commun, donc il faut les amener quand ils veulent aller, par exemple, faire des achats. Mais sinon, le quartier est très bien, tranquille, les voisins super gentils aussi. Donc, qu'est-ce qui vous a aidé? Parce que c'est généralement un défi d'acheter une maison quand ça fait pas assez longtemps qu'on est ici. Oui. Généralement parce qu'on n'a pas de crédit. Quand on arrive aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de crédit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as procédé, les étapes? Oui, donc c'est vrai qu'au départ, on s'était renseigné auprès des banques, donc ils ne voulaient pas, il nous fallait au moins un minimum 2 ans de crédit score, chose que c'était assez compliqué. Et donc on a rencontré un broker qui nous a dit qu'il pouvait avoir un prêteur justement pour les expatriés qui arrivent ou ceux qui veulent investir, qui n'habitent pas forcément aux États-Unis. Donc c'est comme ça qu'on a procédé, donc on a visité des quartiers avec elle et après elle nous a présenté justement au prêteur justement pour pouvoir faire le crédit sur la maison. Ouais. Okay, donc mais bien sûr, tout en apportant quand même un apport puisqu'il fallait un minimum d'apport. Et donc, je pense que dans ces cas-là, c'est de ce que j'ai entendu parler, c'est 30%. C'est ça. C'est ça. Donc, oui, ça... Il y a le même type de prêt aussi en Floride. Donc, on ne regarde pas nécessairement le crédit, on regarde plus la revente. Donc, si vous achetez une maison et que la banque voit que cette maison-là va pouvoir être revendue quand même assez facilement avec un 30% de down payment, vous êtes capable d'avoir un prêt. Bon, mais c'est bien. Et puis, l'autre chose aussi, bon, parce que vous avez acheté la société de Handyman et tout ça, pour aller chercher des clients, bon, je ne veux pas faire un grand tour, mais vous avez acheté une entreprise qui était dans un secteur précis, puis vous avez décidé de ne pas déménager dans ce secteur-là. Vous avez décidé d'acheter la compagnie pour avoir le E2. Vous avez
tout de même continuer de faire rouler cette entreprise-là dans le secteur où elle était, qui se trouve quand même être... c'est beaucoup plus près de chez moi que de chez vous. Et vous avez quand même débuté. Donc, c'est comme si vous aviez acheté une entreprise et créé une autre entreprise et aller chercher des clients. Quand, généralement, je parle avec mes clients, je leur dis toujours que la façon la plus simple de débuter, c'est vraiment avec un réseau de gens qui nous ressemblent. Bon, ça peut être la langue, ça peut être l'ethnicité, ça peut être la religion, ça peut être tellement de choses. Mais dans votre cas, je pense que vous avez débuté, beaucoup de vos clients sont de la communauté francophone. Est-ce que je me trompe? Exact. Non, c'est ça. Donc c'est vrai que le Sud, on a continué à la gérer à distance, puisque la personne avant faisait beaucoup de sous-traitance. Donc on a gardé les artisans avec qui elle travaillait. Et c'est vrai que dans le Nord, c'est beaucoup à la communauté française. Donc la plupart des clients sont français. Après, bien sûr, via les réseaux, les postes, tout ça, on a eu des clients américains. Et là, le bouche à oreille commence à marcher. Donc c'est vrai qu'il commence à se donner le numéro de David. Donc ça commence à partir petit à petit. Donc c'est bien. Mais ce qui est un petit peu stressant, c'est que ici, on peut pas avoir de recul, ou de vision sur les mois futurs, parce qu'ici, c'est vraiment... Je trouve que ça marche différemment à la France. C'est vraiment au jour le jour, et il faut faire les choses quand même assez rapidement dès que le client le demande, sinon on peut le perdre. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce métier-là. Mais sinon, oui, c'est beaucoup de Français, mes premiers clients. Oui, donc c'est vrai que quand on appelle, les gens veulent avoir ça hier. Oui, c'est ça. Donc, c'est la culture, là, vite, vite, vite. Oui, donc, oui. Et bon, pour ceux que ça pourrait intéresser, la compagnie qu'ils ont achetée dans l'autre secteur, donc c'est dans le coin de Houston, mais dans un autre secteur, va être à vendre. Donc, ils ont décidé justement de laisser partir celui-là parce que l'autre a vraiment débuté et puis va très, très bien maintenant. Donc, de vendre, ça faisait beaucoup plus de sens pour eux de vendre la première entreprise qui est maintenant beaucoup trop loin pour eux. Avec le trafic de Houston, c'est pas un endroit qu'on veut devoir faire la route à tous les jours. Non, pas du tout. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais apporter? Est-ce qu'il y a eu des défis ou est-ce que des choses que tu aurais aimé savoir que tu ne savais pas quand tu es venu ici? Tu pensais à des trucs comme ça? Non, c'est vrai que tout ce qui est démarche de départ, parce que nous, c'est vrai qu'on est arrivé avec un véhicule du Canada, donc il a fallu le mettre aux conformités texanes. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de petites difficultés administratives, on va dire, à gérer dès le départ, surtout au niveau de la banque. On nous bloquait les comptes tous les jours, donc tous les jours on était à la banque pendant un mois. Donc ça a été assez compliqué. Mais non, c'est vrai que hormis l'administratif, dans l'ensemble, avec quelques petites péripéties, ça c'est très bien. Quand on le regarde maintenant, on rigole des choses qui se sont passées au départ. Mais non, ça s'est bien passé quand même. Des fois, je me dis, parce que c'est bien de savoir où est-ce que tu t'en vas, sauf que si je proposais à quelqu'un une liste de toutes les choses qu'ils vont avoir à faire, souvent j'ai comme l'impression que je les perdrais. Mais quand on est dedans, puis on sait exactement, faut que tu fasses ça, puis ça veut pas nécessairement dire aussi que ça va fonctionner du premier coup. Il y a tellement tout le monde a comme, même si c'est le même visa, puis même que s'il y a quand même la même liste, les gens n'ont pas la même expérience. Pour certains, ça va super bien. Pour d'autres, pour certains, ouvrir un compte de banque, c'était la chose la plus facile pour eux, puis pour d'autres, c'était la chose la plus difficile. Donc, chaque personne a comme une expérience là, tellement complètement différente. De savoir qu'à la fin, quand on regarde en arrière, tu te dis, c'était pas si mal, c'est juste que tu le sais pas. Quand tu es dedans, tu le sais pas jusqu'où ça va aller. Est-ce que ça va être de pire en pire ou ça va s'améliorer? Donc, je suis contente que vous êtes rendu au point où est-ce que vous avez moins
le côté administratif, il est quand même Oui, de ça va. côté. Est-ce Oui, que oui. ta fille a eu son permis de conduire finalement? Alors ben là, on a rendez-vous justement parce que le problème, c'est qu'il fallait qu'on ait minimum 3 ans de permis au Texas. Ben, on n'a pas 3 ans de permis au Texas. Ou au Canada. Mais au Canada, on n'avait que 2 ans. Donc le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas lui faire son permis. Donc heureusement qu'on connaît maintenant un couple de Français qui vont pouvoir nous aider sur ça. Donc ils vont la prendre à sa charge. Donc là, elle va pouvoir avoir le permis, mais ça, c'est compliqué aussi. C'est ça. Bon, parce que, encore là, dans chaque État, c'est complètement différent. Eh oui. Parce qu'il y a des États où on peut faire le cours en tant que parent. Donc, c'est vraiment D'accord. relativement simple. C'est ce qu'on a fait avec les enfants. Donc, c'est comme de remplir un formulaire avec les heures où on a fait des pratiques et tout et tout. D'accord. Puis un petit examen après ça. Mais bon, c'est certain que c'est très différent parce que bon, c'est pas obligatoire d'avoir un cours de conduite au Texas, mais on le fait de cette façon-là. D'accord. Ben, je suis vraiment contente que tu puisses que tu as pu nous parler aujourd'hui parce que comme des fois j'utilise souvent votre expérience quand je parle avec mes clients, puis mes clients ils vont pouvoir dire c'est eux autres parce que on me demande souvent la question mais moi mon anglais il est pas très bon, puis je leur dis moi non plus, c'était pas bon. Puis, tu sais, j'ai eux qui ont ouvert une entreprise, puis bon, ils ont été capables de faire ça. Donc, non, c'est totalement possible. Puis bon, aussi avec les enfants, les ados. Les enfants, généralement, les gens n'ont pas trop de problèmes. C'est vraiment quand tu arrives à l'adolescence, parce que quand on le sait, là, même si vous ne déménagez pas, si vous avez des adolescents à la maison, on le sait qu'ils ont comme une opinion qu'on doit écouter aussi. Puis de déménager dans un autre pays avec d'autres amis, nouveau climat, puis en plus ici, la langue, ça doit être quand même assez épeurant pour eux. Là. Donc, je suis contente que pour vous, ça se soit passé très bien. Ben, je te remercie énormément. Puis bonne chance dans votre futur. C'est gentil. Merci beaucoup, Julie. Bye bye. Bye.